Bonjour, chers étudiants, étudiantes ou personnes pour qui les forces de caractère, ça intéresse. Donc, j'ai vraiment l'immense plaisir d'être avec Philippe Dubreuil. Donc, bonjour Philippe. Salut, ça va bien? Pourrais-tu nous dire qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ben oui, absolument, c'est ça. Donc, je suis professeur ici à l'UQTR, au département gestion de ressources humaines. Je suis aussi directeur du département de gestion de ressources humaines à l'école de gestion de l'UQTR. Je suis aussi psychologue organisationnel. Donc, ça, j'ai fait mon bac en psychologie à l'Université de Sherbrooke, mon doctorat en psychologie du travail et des organisations à l'Université de Sherbrooke. Puis, depuis ce temps-là, j'enseigne ici là, à l'UQTR. OK, donc dans le fond, toi, comme psychologue organisationnel, tu travailles aussi au niveau des forces, des talents des gens. Dans quel but exactement? Ben, c'est sûr que l'objectif, c'est que les gens en fait, se connaissent davantage au niveau de leurs forces, aussi qu'ils puissent mieux les utiliser, puis qu'ils puissent mieux interagir aussi avec les autres personnes. Donc, il y a plusieurs utilisations là, possibles. Mais moi, c'est sûr que c'est toujours quelque chose qui m'a intéressé vraiment beaucoup. Comment favoriser justement le bien-être des individus, comment favoriser leur plein fonctionnement, l'atteinte de leur plein potentiel. C'est surtout ça qui m'intéresse. Puis ça nous amène aussi à avoir des bonnes performances au niveau du travail. Absolument, c'est ça. Donc, ça s'applique dans plein de domaines. Au niveau du travail, au niveau des études, au niveau des loisirs, des relations avec les autres personnes. Ça revient vraiment à apprendre à mieux se connaître, apprendre à mieux connaître nos éléments de potentiel. Des fois, c'est des choses qu'on prend pour acquis bien souvent. On va peut-être pouvoir en parler tout à l'heure, mais il y a toutes sortes de forces et de talents que parfois on s'imagine que tout le monde a ça, mais en réalité, c'est des choses qui sont propres à nous, puis ça fait du bien de les redécouvrir, puis de prendre conscience à quel point ça nous distingue, d'être capable de miser là-dessus là, dans notre développement. OK. Mais dans notre société, on parle de plus en plus du bien-être et on parle du développement personnel des individus. Et souvent, on va dire, pour développer notre plein potentiel, il faut développer des forces, il faut développer des talents. Est-ce qu'il y a une différence entre une force ou un talent? En fait, ça va dépendre vraiment des auteurs. Il y a deux approches là, très importantes. On a une première approche qui est l'approche des forces et talents selon l'organisation Gallup, qui va être mesurée entre autres par l'instrument le StrengthsFinder. Puis on a une autre approche qui est un petit peu différente, mais qui est quand même très semblable. Il y a beaucoup d'éléments qui se chevauchent, qui est l'approche du VIA Survey, avec justement les forces de caractère là, qui sont parfois un petit peu plus connues. Par rapport à ces deux grands domaine-là, si on veut, il y a quand même des distinctions à faire qui permettent de mieux comprendre un par rapport à l'autre. Je dirais, il y a plusieurs aspects. Au niveau de l'origine, d'abord, de chacun des courants. Ensuite, au niveau de la façon dont c'est mesuré, il y a aussi la façon dont c'est conceptualisé, une force versus un talent, versus des forces de caractère. Puis finalement, l'utilisation qu'on en fait aussi, qui est différente. Puis là, je vous amène un petit peu dans un parcours historique là, pour un peu comprendre l'origine de tout ça. Mais il faut comprendre qu'au niveau de la conceptualisation des forces et talents de l'organisation Gallup, qui est mesurée par le StrengthsFinder, tout ça remonte là, aux années 70, je dirais, avec Donald Clifton, qui était un chercheur là, à l'Université du Nebraska. Puis lui, il s'intéressait beaucoup justement aux talents, surtout en contexte d'éducation. Puis, je dirais, à partir des années 70, il a fondé sa propre firme de sélection de personnel pour les organisations. Puis, l'objectif de tout ça, c'était de faire en sorte qu'il était capable d'identifier les talents des personnes, puis de les placer justement dans des entreprises qui allaient avoir besoin de ces talents-là en particulier, puis de développer dans ces entrevues de sélection là, toute une série de questions qui permettaient de mieux comprendre les talents des personnes, puis être capable justement de bien les placer. Puis ça a tellement bien été que dans les années 80, il a fini par acheter littéralement l'organisation Gallup. Quand même. Oui, c'est ça. Donc l'organisation Gallup, qui était à ce moment-là une firme de sondage, on connaît les sondages, les tendances présidentielles, Gallup, des choses comme ça, mais ils font aussi de la consultation pour les entreprises. Puis avec les moyens énormes de cette entreprise-là, Clifton a développé justement toute cette classification-là des forces et talents à partir justement de toute une série d'entrevues qu'il a faites dans les milieux de travail pour un peu perfectionner puis peaufiner son approche pour essayer d'identifier quels sont les talents que les personnes vont posséder dans les organisations, être capable de bien les identifier puis être capable d'en faire une utilisation optimale. Puis ça l'a mené justement au développement de l'instrument de mesure, le StrengthsFinder, qui est composé de 34 talents, puis à la conceptualisation aussi de Gallup qui implique que
Une force, finalement, et là, j'ai les définitions ici parce que je les connais pas nécessairement par cœur. Une force, Non! ben non, Tu c'est connais ça. pas des définitions par Ça cœur! fait 20 ans que j'étudie ça, mais pourtant, je les connais toujours pas par cœur. Mais ce qui est important à comprendre, bref, c'est que pour l'organisation Gallup, une force, en fait, c'est une habilité, justement, à produire des performances constantes et quasi parfaites dans une tâche spécifique. Ça va être basé sur des talents qui ont été raffinés avec des connaissances et des habiletés techniques. Donc, un talent, c'est une manière naturelle et récurrente de penser, ressentir ou se comporter, qui peut être appliqué de manière productive, puis qui est caractérisé par l'attrait, la spontanéité, l'apprentissage rapide et la satisfaction envers une activité donnée. Okay. Autrement dit, un talent, c'est quelque chose dans lequel on est particulièrement efficace ou productif, si on veut, puis c'est caractérisé par l'attrait, la spontanéité. Donc, une personne va dire, par exemple, je ne sais pas vraiment d'où ça vient, mais j'ai toujours eu une facilité par rapport à ça. Ça m'a toujours intéressé. J'ai toujours eu une capacité d'apprentissage rapide par rapport à une activité donnée ou par rapport à une tâche donnée ou un élément donné en particulier. Donc, pour Clifton, ça va être un talent. Ça va être important que les gens connaissent leur talent pour être capables de bâtir sur ça en développant des connaissances et des habiletés techniques qui vont finalement en faire une force. Une force, c'est justement cette capacité-là à produire une performance exceptionnelle de manière constante dans une tâche donnée. Un exemple que je donne souvent pour illustrer un petit peu ça, c'est par exemple justement Barack Obama qui, on le sait, quand il prononce un discours, on est vraiment omnibulé, on est captivé par ce qui est présent. C'est tellement, ça semble tellement fluide, tellement facile quand il présente quelque chose, puis la foule embarque, puis c'est toujours impressionnant. Quelqu'un qui interpréterait ça avec une perspective, justement, de compréhension de force et talent, on pourrait dire, par exemple, que Barack Obama, justement, un de ses talents qu'on voit qui manifeste, c'est cette capacité-là de communication qui est vraiment très, très claire. Ensuite, sur cette capacité de communication-là, cette facilité-là il a bâti justement des connaissances, par exemple, en géopolitique, en politique internationale, en droit, puis il a bâti aussi des habiletés techniques sur quelles sont les étapes pour bien donner un discours, pour convaincre, etc. Puis ce qui en fait justement une force au final, c'est-à-dire que quand il va prononcer un discours sur la géopolitique américaine, à ce moment-là, ça va être vraiment extrêmement intéressant, les gens vont être captivés, mais c'est parce qu'il y a ce talent-là au niveau de la communication sur lequel il a bâti des connaissances en politique internationale, en droit, etc. Et aussi des habiletés techniques sur les étapes pour faire un bon discours. Puis en maîtrisant tout ça, puis en combinant tout ça, ça en fait une force. Quand il doit prononcer un discours sur la politique, sur le droit ou sur toutes sortes de contextes, ça fait en sorte qu'on assiste à une performance qui est quasiment parfaite, qui est exceptionnelle, puis de façon constante. Il va être capable de répéter ça. Ça va être, donc, pour l'organisation Gallup, on va dire vraiment qu'il y a une force dans ça. Mais cette force-là s'appuie sur un talent de communication sur lequel il a bâti des connaissances et des habiletés techniques. OK, donc quand on regarde ça, un talent, on peut avoir le talent, mais ne pas le développer. En fait, c'est d'en prendre conscience, j'imagine, puis de greffer à ça nos connaissances, des habiletés pour y arriver. Donc, absolument. C'est pas par pensée magique, j'ai un talent, je suis bon. Là. C'est pas ça. C'est vraiment qu'il faut travailler à développer ce talent-là en particulier. C'est ça. Donc, si on veut que ça soit une force, donc une capacité à performer de façon parfaite et constante dans une tâche donnée, il faut qu'on s'appuie sur un talent qu'on a développé par des connaissances et des habiletés techniques pour en faire justement une force. Puis, qu'est-ce qui le distingue, Gallup, puis tous les travaux de Clifton par rapport à Seligman et le VIA Survey et les forces de caractère? C'est ça. Par rapport à ça, la différence, c'est que justement au niveau du VIA Survey, ici, on a pris une approche qui est complètement différente. On a pris une approche qui était déductive. Donc, on a essayé de partir justement de la littérature, au niveau justement de la psychologie, au niveau de la philosophie, au niveau de la théologie aussi, pour essayer d'identifier quels sont les traits positifs qui sont valorisés de façon universelle chez l'être humain, à travers les écrits, à travers les périodes historiques, à travers les zones géographiques aussi. Et puis, donc c'est un exercice théorique finalement, à l'opposé justement de l'organisation Gallup, où c'était un exercice fondamentalement inductif, où on partait vraiment de la pratique pour essayer d'extraire les talents. Là, on part vraiment à l'inverse de la théorie,
pour en arriver à une classification de ce qui est valorisé de façon universelle chez l'être humain. Donc c'est un exercice là, colossal qui a été fait par Martin Seligman et ses collègues. Martin Seligman qui était président de l'American Psychological Association. Ouais. Pour essayer d'identifier là, qu'est-ce qui vaut la peine d'être valorisé, d'être cultivé, d'être mis en œuvre, d'être développé chez l'être humain, mais pas juste au niveau de la culture occidentale, mais de façon universelle qui est propre finalement à tous les êtres humains. Et donc c'est un effort très très important au niveau théorique. Puis on en est arrivé à identifier 24 forces de caractère. Puis on n'a pas tant de définition par rapport à ça, curieusement. Une force de caractère, selon Seligman et les collaborateurs, c'est ce qui mène à la vertu. Oui. C'est comme ça qu'ils définissent ça tout simplement. Et là, ça nous donne une classification de 24 forces qui sont un petit peu plus génériques, qui sont un petit peu plus abstraites. Par exemple, la créativité, l'intégrité, le courage, la bienveillance, etc. Mais la particularité, ce qui est très intéressant, c'est que, et ça a été validé par après, c'est que c'est vraiment quelque chose qui est universel. C'est pas propre à une culture en particulier ou à une période historique en particulier. Et à ce niveau-là, c'est vraiment particulièrement intéressant, je trouve, parce qu'on peut s'assurer que dans cette classification-là, c'est des éléments qui sont valorisés par tous les humains, dans toutes les périodes historiques, partout sur la planète, et que c'est pas propre à une culture en particulier. Donc, c'est très intéressant de connaître cette classification-là, de voir comment elle s'applique à nous, quelles sont mes forces, moi, que je possède, et comment je peux les développer, comment je peux les mettre en œuvre, comment je peux cultiver ces aspects-là qui sont valorisés, qui sont des traits positifs, reconnus universellement. Donc, pour terminer, je demanderais à notre spécialiste, là, psychologue, organisationnel, comment on peut développer nos forces et nos talents selon toi, au travail, de façon quotidienne, ou qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour développer ça? Ben, ce qui peut être intéressant, je trouve, un des premiers réflexes là, qu'on peut avoir, c'est d'essayer de les identifier, ces forces-là, ces talents-là. Il y a différentes manières de faire, mais une des façons assez simples, c'est de justement utiliser un instrument de mesure. Donc, soit le StrengthsFinder pour identifier nos talents parmi là, les 24 talents qui ont été identifiés par l'organisation Gallup et les travaux de Clifton, qui se sont échelonnés sur une trentaine d'années. Ça peut être très intéressant, très révélateur d'identifier ses forces avec un instrument comme ça, ou avec l'instrument du VIA Survey, qui est un petit peu plus générique, puis qui nous donne quand même des informations extrêmement intéressantes aussi avec leur classification de 34 forces de caractère. Et donc de prendre conscience de ces éléments-là, puis d'essayer après ça de les appliquer au quotidien. Ça peut être à travers un retour qu'on fait un peu à chaque jour pour dire aujourd'hui, est-ce qu'il y a une force en particulier que j'ai essayé d'appliquer davantage, soit dans le cadre de mon travail, dans le cadre de mes relations avec les autres personnes. Ça peut être aussi de se donner des objectifs avec un projet en particulier ou dans la répartition des tâches, on peut faire un exercice d'équipe où on identifie chacun les forces à partir de ces instruments-là, puis on essaie justement de miser un petit peu plus sur les forces de chacun dans la répartition du travail aussi. Donc il y a différentes façons, mais je voudrais la principale, c'est vraiment de les identifier avec notamment un instrument de mesure, mais des fois, ça va être avec le feedback des autres personnes qu'on peut aussi apprendre à mieux connaître nos forces. Puis après ça, d'essayer de voir comment je peux les appliquer davantage au quotidien, mais de façon consciente, là, justement. Ben, je te remercie vraiment beaucoup pour tout ça. Je trouve que ça dresse un beau portrait. On a peut-être une petite idée un petit peu plus grande de ce qu'est un talent et une force. Donc, je te remercie de ta collaboration, Philippe. Ça me fait vraiment plaisir, puis je vous invite vraiment à essayer ça, ça vaut vraiment la peine. Souvent, les gens sont très surpris de constater justement ces forces-là qu'ils possèdent, et souvent c'est très révélateur. Hein, et souvent, on est toujours axé sur ce qu'on devrait développer pour être meilleur, quand des fois on a des choses vraiment au départ. Donc quand on les découvre, ben, ça nous donne plus de confiance en soi, ça nous donne peut-être un petit peu plus d'optimisme par rapport à nos tâches, et de dire ben je suis capable de faire quelque chose, là, j'ai des forces moi aussi. Oui, absolument. Puis comme je disais tout à l'heure, ça va peut-être nous permettre de boucler là-dessus, mais bien souvent, ce qui arrive, c'est qu'on les prend pour acquis, ces forces-là, puis ça nous prend un instrument de mesure comme ça, ou du feedback des autres, pour constater à quel point c'est des éléments qui nous distinguent, puis qu'on pensait que c'était tout le monde qui était comme ça, mais on se rend compte, non, au contraire, que c'est des éléments qui sont propres à nous, qui font notre particularité. Puis quand on les amène à un niveau davantage conscient, ça nous permet vraiment de les utiliser aussi de façon davantage consciente, puis
beaucoup plus à la fois efficace, puis de vivre plus de bien-être là, par rapport à notre activité ou notre travail. Bien, merci beaucoup Philippe pour toutes ces belles informations. Ça fait vraiment plaisir.